15 minutes sur Luxe Radio. Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, tout de suite les rendez-vous de l'immobilier avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4 qui nous a rejoint. Bonjour Mohamed et bienvenue. Bonjour Asma, bonjour Dounia. Ça fait plaisir d'être avec vous. De se retrouver comme tous les jeudis, exactement. Il est question aujourd'hui. C'est notre petit rituel. On a pris l'habitude. Voilà, on est bien. Alhamdoulilah. Il est question aujourd'hui des crises et des cycles immobiliers. Avant de vous laisser la parole, Dounia, j'invite les auditeurs à réagir et à poser leurs questions sur l'application Luxe Radio. Et oui, avant de parler crise et de cycle immobilier, petit détour Mohamed Lazim, puisque on a déjà parlé lors d'émissions précédentes d'articulation entre marché immobilier et marché financier. Alors c'est important pour comprendre le sujet du jour. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer cette articulation ? Effectivement, Dounia, il existe une relation étroite entre le marché immobilier et les marchés financiers. Et cette articulation-là et cette relation-là résultent principalement des contraintes financières émises par trois acteurs. Donc il y a le promoteur immobilier, il y a les associés et il y a les investisseurs. Je m'explique. Alors concernant les contraintes financières du promoteur immobilier, donc il s'agit du fait que le promoteur doit, équilibrer son bilan financier de l'opération, et deux, il doit maîtriser au mieux les frais financiers de la banque relatifs à son crédit, sachant que ces frais dépendent du taux d'intérêt de la banque. Ça, c'est pour le promoteur. Par contre, pour les contraintes financières des associés, donc il s'agit du souci de la rentabilité annuelle de leurs fonds propres investis. Et cette rentabilité-là dépend en particulier de l'effet de levier financier, c'est-à-dire la part des emprunts bancaires et des capitaux propres dans le financement de l'opération. Et finalement, quant aux contraintes financières des investisseurs, il s'agit de leur politique d'arbitrage entre les marchés immobiliers et les marchés financiers. Et cela sur la base des rendements locatifs et des perspectives de plus-value immobilière. Alors Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4, vous évoquiez à l'instant la question de l'effet de levier financier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Est-ce que vous pouvez nous en expliquer davantage ? Alors, l'effet de levier financier, c'est quoi ? Alors, c'est que l'effet de levier financier dans le cadre d'un projet immobilier, alors c'est quoi ? C'est la différence entre la rentabilité financière et la rentabilité économique. Sachant que la rentabilité financière, c'est quoi ? C'est le résultat net sur les fonds propres. Et cette rentabilité-là mesure la rentabilité des capitaux propres, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à rémunérer les associés. Par contre, la rentabilité économique, c'est quoi ? Donc, c'est le résultat d'exploitation sur les capitaux investis. Et cette rentabilité, elle mesure la rentabilité des capitaux engagés, c'est-à-dire la capacité du projet à générer des bénéfices à partir des capitaux investis. Alors, une fois que vous venez de nous dire cela, quelle est l'utilité de l'effet de levier dans le cadre justement d'un projet immobilier et quand est-ce que l'on peut l'évoquer ? Oui, bonne question, Dounia. Alors, ce qu'il faut savoir, une chose qui est très importante, que l'endettement peut impacter positivement la rentabilité des capitaux propres, mais à condition que l'entreprise utilise cet endettement-là pour financer des projets immobiliers qui permettent de dégager un résultat net important. Et dans cette hypothèse-là, une augmentation des dettes se traduira par une augmentation du résultat net et donc une augmentation du taux de rentabilité des capitaux propres. Et là, on parle d'un effet de levier positif. Mais dans le cas contraire, l'effet de levier s'inverse et devient négatif lorsque le coût de la dette est supérieur au résultat net dégagé par le projet en question. Et dans ce cas, le recours à la dette affecte négativement la rentabilité financière. Revenons aux actionnaires. Et elle sera d'autant plus dégradée en fonction de l'importance de l'endettement. Et revenons à notre sujet du jour, crise et cycle immobilier. Définition déjà, les cycles immobiliers, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, parce qu'il y a pas mal de personnes qui parlent que le secteur il est cyclique, donc c'est l'occasion de traiter cette question de cycle immobilier. Alors, les cycles du marché immobilier représentent quoi ? Ils représentent schématiquement les variations des prix au mètre carré des actifs immobiliers et dans un système économique donné. Et ces variations des prix qui dépendent de la conjoncture économique peuvent être soit à la hausse, soit à la baisse, soit à la stagnation. Alors, lorsque le prix au mètre carré moyen est à la hausse et atteint un sommet, on évoque là la notion de bulle immobilière spéculative. Et par contre, lorsque le prix au mètre carré moyen
et en baisse et atteint un plus bas, ben, on évoque ici la notion de crash immobilier ou bien de la crise immobilière. Sauf que qu'il y a plusieurs ménages qui pensent que le prix moyen des appartements et des maisons ne peut que monter. C'est faux. Non. Le secteur immobilier Dounia, le secteur immobilier comme le secteur économique, il connaît des phases d'expansion et des phases de réduction au niveau de la valeur. D'accord. Alors sur le plan économique, tous les cycles correspondent à des périodes. Oui, on le sait. Ceci dit, quelle est la périodicité du cycle immobilier ? Alors, Dounia, c'est que il y a plusieurs études qui ont été menées par des économistes sur les cycles immobiliers. Et ces études-là, ils affirment qu'il n'existe pas un cycle de l'immobilier, mais plusieurs cycles immobiliers, de périodicité et de nature différentes. Je m'explique. Alors, il y a le premier type des cycles, ce sont des cycles de court terme. C'est entre 4 ans et 6 ans. Alors, ces cycles-là s'observent notamment sur les marchés locatifs et sur les marchés des transactions immobilières. Le deuxième type de cycle, ce sont les cycles de moyen terme. C'est entre 9 ans et 10 ans. Et ces cycles-là s'observent sur les marchés de BTP, sachant que ces marchés-là se caractérisent par la longueur des délais de production dans l'industrie immobilière. Et finalement, il y a les cycles de long terme. C'est plus de 20 ans. Et ces cycles-là, ils correspondent aux phases de développement urbain et de croissance démographique. Voilà les trois cycles de l'immobilier. Alors je rappelle qu'il est question aujourd'hui de crise et des cycles immobiliers. Vous pouvez bien sûr poser vos questions et réagir via l'application Lux Radio concernant les crises immobilières. Mohamed Lazim, c'est vrai qu'on en entend parler ici et là, dans les médias aussi notamment. Entre nous, quand est-ce que l'on peut parler véritablement de crise immobilière ? Alors, une crise immobilière, c'est quoi ? Une crise immobilière Dounia, ça correspond à un état de blocage du marché immobilier au niveau des transactions immobilières. C'est un état de blocage. Plus de transactions. Exact. Sauf que la crise intervient parfois après l'éclatement d'une bulle immobilière, comme ce qui s'est passé. Donc c'est quand le prix moyen, enfin quand c'est trop haut. Exact, c'est trop, exactement. Alors, comme ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008. La crise des subprimes. Exact. Mais la principale cause de la crise immobilière, c'est le déséquilibre significatif entre l'offre et la demande. Exactement. Alors, ce qui peut occasionner le blocage du marché. Mais ce qui est important à signaler ici, c'est que la crise immobilière peut impliquer une crise économique. Très important. Donc, ça veut dire parce que il y a une relation entre l'immobilier et l'économie. Parce que on a dit que l'immobilier, l'immobilier au Maroc représente environ 6,8 du PIB national. D'accord. Donc, si le secteur est touché, du PIB du Maroc. Donc, si l'immobilier est touché, ben toute l'économie est touchée. Non, je veux dire, à l'international, on est sur une moyenne de combien ? Alors, normalement, il ne faut pas dépasser 5%. Normalement, l'immobilier ne doit pas dépasser 5% du... Pour pas que ça impacte en cas de mauvaise exact, puisqu'on a dit l'immobilier est cyclique, donc il faut penser au moment où l'immobilier va baisser, pour ne pas toucher l'économie d'une façon... Et c'est ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne, l'immobilier représente, je pense, plus de 15% du PIB du pays. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Donc, quand le secteur est touché, ben, toute l'économie est touchée. Voilà. Alors, d'après votre lecture du marché immobilier, j'imagine que beaucoup se posent la question en ce moment. Est-ce que le Maroc traverse en ce moment une crise immobilière, selon vous ? Exact. Très, très bonne question, Dounia. Je vais profiter de cette occasion-là pour dire que... Sans langue de bois, langue de bois. Non, directement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que la crise immobilière correspond à un état de blocage, comme ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008. Et même en Espagne, à cause de la bulle immobilière. Et vu que le Maroc, ce que je peux dire, vu que le Maroc n'est pas dans ces conditions-là, ben, on ne peut pas parler de crise immobilière au Maroc. On ne peut pas en parler parce qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Exact. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui... On peut peut-être anticiper. Mais non, on n'est pas en crise immobilière, Dounia. Parce qu'il faut savoir c'est quoi une crise immobilière pour parler de la crise. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le marché immobilier est tendu. Il passe par une période un peu difficile. Il y a un recul clairement des transactions. Quand je disais on peut anticiper dans le sens pour ne pas arriver bien sûr, à la crise, exactement.
Mais je pense, enfin, aujourd'hui, il y a un recul clairement des transactions. Exact. Mais ce qui fait, je pense, à mon avis, à mon humble avis, ce qui fait que le marché est tendu, c'est que les promoteurs résistent face à ce recul-là et ne baissent pas leur prix. Exact. Je vais y arriver. Effectivement, il y a une baisse des transactions, le volume des transactions immobilières, mais les prix ils stagnent. Il n'y a Alors, pas de baisse justement, de prix. Mohamed Lazim, ça tombe bien puisque c'était aussi une question que j'avais envie de vous poser. Comment expliquer justement que les prix des actifs immobiliers soient toujours chers alors que le volume des transactions baisse? Exact. Vous allez nous répondre à cette question et justement donc pour que ce soit clair, en ce moment le Maroc n'est pas en crise immobilière. Pas en crise immobilière, mais ce que je peux dire, c'est que le marché immobilier, aujourd'hui, il est tendu. Et donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore on n'est pas dans les mêmes conditions de 2008 aux États-Unis, en Espagne. Exactement. Alors, alors dans la mesure où on s'aperçoit le ralentissement, comme elle a dit Esma, donc le ralentissement des transactions, le ralentissement des mises en chantier, et qui peut être expliqué par le fait que le logement social, qui a été pendant des années le porte-drapeau de l'immobilier, peine aujourd'hui à trouver un acheteur, le demandeur, et plus précisément un demandeur solvable. C'est très important. Et avec la disparition de cette demande solvable, le marché, il a perdu une bonne partie de sa clientèle. Il ne reste plus qu'une catégorie de personnes à la recherche d'un logement pour y habiter. Et pour cette raison, le marché locatif social s'impose aujourd'hui et il dispose actuellement un beau potentiel. C'est pour ça d'ailleurs que les programmes, tout ce qui est programmes sociaux en fait, les promoteurs se sont retrouvés à les vendre finalement pas à la bonne population de départ. Exact. Et à des gens qui touchent 3 fois le SMIC. Exact. Alors la clientèle solvable, maintenant, elle est épuisée. La clientèle solvable. Maintenant, ce qui reste, c'est la catégorie des personnes qui ne trouvent pas de logement pour y habiter. Alors cette catégorie n'est pas extensible à l'infini. C'est pour cette raison que l'immobilier qui a été mené par le logement social, mais le logement social, il est arrivé à sa fin. Donc c'est pour cette raison. On a eu l'occasion d'en parler. C'est souvent la classe moyenne qui en pâtit. Alors comment expliquer justement que les prix des actifs immobiliers soient toujours chers alors que le volume des transactions baisse? C'est quand même une question fondamentale. Exactement. Alors effectivement, Dounia, c'est que malgré le ralentissement des transactions immobilières, les prix n'ont pas enregistré une baisse significative. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi les promoteurs immobiliers n'ont pas baissé les prix malgré la conjoncture actuelle? Alors, pour répondre à cette question, Dounia, c'est qu'il faut savoir que le profil des promoteurs immobiliers est divisé en 3 grandes familles. Donc, il y a la première famille des promoteurs, ce sont les promoteurs classiques qui ne construisent que des immeubles de taille moyenne. Et généralement, ces promoteurs opèrent en fonds propres. Uniquement. Ils n'utilisent pas le crédit bancaire. Donc, ils ont une réserve foncière stratégique qu'ils développent au fur et à mesure du temps. Alors, ce type de promoteurs ne subissent pas la pression de leurs fonds propres. Et donc, pas de pression de la part des banques. C'est pour cette raison, ils ne baissent pas les prix. Ça, c'est pour la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les promoteurs immobiliers industriels qui adoptent des montages financiers en s'appuyant non seulement sur les banques, mais aussi sur les avances des clients. Et tout ralentissement des ventes impacte négativement leur trésorerie et également le montant des frais financiers à payer à la banque. Sauf que ces promoteurs-là, les promoteurs, ils préfèrent payer des frais financiers supplémentaires que baisser les prix. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le besoin, il est toujours présent. Il est toujours là, le besoin. Ils y croient fort. Exactement. Et pour eux, c'est une question du temps. Et finalement, la troisième catégorie, ce sont les promoteurs de la nouvelle génération. Ce sont les promoteurs financiers. Par exemple, les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance. Alors, ces promoteurs-là ne baissent pas leur prix. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à coller leur stock. Ils étudient bien le marché avant de lancer l'opération en question. Donc voilà les 3 catégories. Et tous ces promoteurs-là ne baissent pas les prix. Alors, Mohamed Lazim, c'est un sujet, bien évidemment, qui intéresse pas mal de nos auditeurs et dont un a réagi. Et voilà ses propos. Alors, pour lui, bien sûr, pour vous qui êtes expert, il n'y a pas de crise immobilière, mais beaucoup de personnes, quand même, continuent de parler de crise immobilière. Pour eux, c'est la principale raison qui sévit donc
donc autour de cette crise immobilière au Maroc n'est pas forcément l'offre qui est supérieure à la demande, mais surtout les charges fiscales, financières et le coût des renchérissements des coûts, donc des matières premières, et tout cela accompagné par la réticence des banques au financement des projets immobiliers, ce qui limite l'offre et ralentit la réalisation des projets. Et donc, c'est leur perception. Et ensuite, cette question, est-ce que vous pouvez aussi nous en dire plus sur la loi, sur le moyen standing qui peine à sortir? Oui. Alors, voilà, c'est vraiment... c'est une très grande question. C'est vraiment aussi la différence entre vous, votre regard d'expert, et aussi la perception des citoyens. Alors, il y a des personnes qui mettent le doigt sur un problème ou deux. Mais il n'y a pas que deux problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Il y a le foncier. Il y a l'encadrement des acteurs, il y a la qualité, il y a plusieurs problèmes. Alors, il a cité le problème de la fiscalité qui, moi je dis, c'est pas à cause de la fiscalité imposée qu'on est dans cette situation. La fiscalité, en comparant avec d'autres pays, on est très comparable par rapport à d'autres pays, même des pays arabes. Donc, c'est pas la fiscalité qui a créé cette crise immobilière. La crise immobilière, on est tous responsables de cette crise. Il y a le ministère de tutelle, il y a les acteurs, les promoteurs immobiliers, les banques. En fait, à chaque échelon, il y a un petit exactement. Et si on veut réformer le secteur, il faut réformer le secteur dans sa globalité et non pas de toucher un seul problème parmi d'autres. Parce que c'est un secteur qui est très compliqué. Le moyen standing, juste pour... Alors, le moyen standing, c'est que malheureusement, les promoteurs immobiliers, ils n'ont pas voulu développer ce secteur du moyen standing. Actuellement, Dunia, c'est que les promoteurs immobiliers, la classe moyenne ne trouve pas l'offre qui correspond à ses besoins. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent soit dans le social. Et si vous, si vous faites des tours dans des quartiers comme quartier Lycée-Sfa, les quartiers périphériques de Casa, vous allez trouver que c'est la classe moyenne qui domine dans ces quartiers-là. Donc, soit ils s'endettent, puisqu'ils s'endettent pour acheter le haut standing. Et ils dépassent dans ce cas, ils dépassent ses capacités financières. Et là, il y a un grand problème. Donc, la classe moyenne, ils n'ont pas une offre adaptée à leurs besoins. Alors merci Mohamed Lazim, merci d'avoir répondu à ces questions. Il y a aussi beaucoup d'autres réactions sur sur l'application, mais je vous invite à écouter l'émission de cet après-midi avec ou sans parure qui va approfondir cette question de cycle, de crise dans le milieu immobilier. C'est de 14h à 15h30 avec Mehdi Touassi et vous Mohamed Lazim, et vous serez aussi accompagné d'autres invités pour débattre de ces questions. Donc, amis auditeurs, vous pouvez réagir et on posera ces questions à ce moment-là. Merci beaucoup.